moi, le président a souhaité que je vienne à la présidence. Donc, on ne peut pas dire oui, mais en fait, le président t'a mis de côté parce que ceci, cela. Non, tout ça, c'est des histoires. Le président il a souhaité que je vienne à la présidence. Moi, j'ai souhaité être au CNT. Et je suis au CNT et je sais qu'il a veillé à ce que je sois bien au CNT. Mais pour être bien au CNT, il faut produire un travail. La première fois que moi, je suis reçu chez Alpha Condé, à Place d'Italie, je suis avec Hiro Baldé. Donc, Hiro Baldé, c'est mon ami. L'exercice du pouvoir isole. L'exercice du pouvoir fait qu'on se méfie. Parce que quand on a le pouvoir, on côtoie toutes sortes d'individus. Des bons comme des moins bons. Et on peut se tromper et on peut se faire avoir. On est un grand pays de culture, mais la mamaya a 16 heures. Au niveau du travail, il faut que tout le monde retrousse les manches et se mette au boulot. Et moi, en tout cas, ce que j'ai vu depuis que je suis là, on a un homme qui ne ménage pas ses nuits. Quand je le vois à la télé, même, je me dis, oh là là, il faut que le président se repose. Tellement je sens que, voilà, il est à cran. Parce que j'imagine que c'est très dur, c'est très difficile de pouvoir concilier tout ça. La Guinée, c'est un pays qui est hyper dur. Je pense que le président, là où il est, doit rencontrer beaucoup de difficultés. Est-ce que tu penses qu'il peut se démotiver de sa mission, de vouloir faire développer la Guinée et de tout ce qu'il a mis en avant au moment de sa prise du pouvoir? La Guinée traverse une période charnière de son histoire. Entre transition politique, réforme en cours et contexte électoral, le pays fait face à de nombreux défis, mais aussi à de fortes attentes de la part des populations. Depuis maintenant 4 ans, la Guinée est engagée dans un processus de transition qui suscite débats, interrogations et prise de position aussi bien au niveau national qu'international. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Ibrahim Sorel Keita, le président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la transition, l'institution qui fait office d'Assemblée nationale en Guinée pendant cette période de transition. Il siège au CNT en tant que personne ressource nommée par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, et à ce titre participe aux travaux institutionnels et législatifs menés durant cette période. Dans cet échange, nous allons revenir sur l'actualité politique, la situation du pays, l'évolution de la Guinée et les perspectives à venir dans un contexte électoral particulièrement important. Bienvenue dans On vous dit tout, le podcast où à chaque épisode, nous prenons le temps de comprendre un sujet, une thématique ou un enjeu majeur qui concerne la Guinée. Mais avant de commencer cette émission, je vais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, l'immobilier en Guinée. Vous êtes nombreux à vouloir acheter ou revendre des terrains, mais rencontrer des difficultés à cause des arnaques et du manque de fiabilité. Pour ceux qui sont dans cette situation, je vous mets mon contact WhatsApp juste en bas. Si vous souhaitez acheter, on vous accompagne. Si vous souhaitez vendre également, et pour les personnes qui ont des prix attractifs, on peut même racheter vos terrains nous-mêmes pour que vous puissiez dormir l'esprit tranquille. Et pour ceux qui ont des projets construction, on vous accompagne également. On revient sur l'émission pour suivre ce qui va être dit dedans. On se dit à tout de suite. Bienvenue dans On vous dit tout. Moi, c'est Bassekou Djabi, entrepreneur, rêveur et passionné par l'idée de faire bouger les lignes. Dans cette émission, on explore tout ce qui compte vraiment. La politique qui influence nos vies, les défis de l'entrepreneuriat, l'art d'investir ou encore l'histoire et les mentalités qui façonnent la Guinée. À chaque épisode, on plonge dans un nouveau thème, sans filtre ni faux semblant. Parce que comprendre, c'est déjà agir. Alors, ouvrez votre esprit, prenez place. Aujourd'hui, on vous dit tout. Bonjour Sorel, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va bien. Un peu fatigué, mais ça va. Longue journée. Très très longue journée, comme d'habitude. Mais bon, ça va, c'est le lot d'un bon conseiller national qui plus est président d'une commission très importante au CNT. Content d'être là avec toi aujourd'hui. Réciproque. Aujourd'hui, on va avoir une discussion classique qu'on a l'habitude d'avoir tous les jours, sauf que là, en fait, il y a des caméras. Ah ouais, d'accord, je les vois pas. Où elles sont? On va essayer de les oublier. Ouais, bon, ouais, très bien. Du coup, bienvenue dans ce podcast qui s'appelle On vous dit tout. Ici, c'est un podcast où chaque épisode, on va débattre d'une thématique. Ça peut être culturel, social, politique ou économique. Aujourd'hui, on va parler principalement politique. Toi, tu es là en tant que président de la Commission des Affaires étrangères du CNT, comme tu viens d'expliquer, mais tu es surtout le représentant du président de la République au CNT. Non, pas le représentant du président de la République. J'ai été choisi parmi les personnes ressources. Okay. Ouais, on peut dire ça si on fait une lecture de ce type. Mais en fait, au CNT, le CNT, c'est une composante représentative des forces vives de la nation. Ces forces vives ont désigné des représentants. Ils ont été choisis.
Donc la dimension légitimité du CNTL est très forte à cet égard-là. On a le président de l'ordre des médecins, on a la présidente de l'ordre des pharmaciens, on a des syndicalistes chevronnés, connus, et on a les avocats, on a les journalistes, et tous ces gens-là ont été sélectionnés. Et c'est pour cette raison qu'on a des gens de qualité au CNT. Mais à côté de tous ces gens-là, et ça aussi, ça se fait dans de nombreux pays, le chef de l'État, le président, a choisi des personnes comme personnes ressources pour qualifier davantage le travail du CNT et renforcer davantage l'équipe. Voilà, donc on peut dire oui, effectivement, moi je suis très honoré d'avoir été choisi par le chef de l'État. Ok. Mais donc parce que dans les faits, ça veut dire que vous représentez personne, je comprends pas. Non, c'est pas qu'on représente personne, c'est qu'en fait, tous les membres du CNT, et ça c'est l'article 57 de la Constitution, ils sont représentants du peuple. Ils sont chars 56 et 57. C'est les deux articles qui expliquent le fonctionnement du CNT et le statut du CNT. C'est l'organe législatif au terme, évidemment, là je parle de la charte qui n'existe plus, mais c'est la charte qui a mis en place le CNT. Et donc au terme de ces deux articles de la charte de la transition, le CNT est considéré comme l'organe représentatif de la nation. Et au terme de l'article 57, le CNT a pour mission, à 5 missions principales qui sont très très importantes, dont une est vraiment extraordinaire parce que très peu de parlements ont cette chance-là d'élaborer la Constitution comme on l'a fait. La Constitution récente, la dernière Constitution, a été donc écrite, j'allais dire par nous, mais je vais me raviser en disant nous avons conduit l'écriture de cette Constitution avec des millions de mains guinéennes, avec des millions d'engagements guinéens, parce que comme tu le sais, nous sommes allés à la rencontre des populations, mais partout, c'est-à-dire dans le dernier village du dernier endroit de Guinée, y compris les endroits les plus reculés et les moins visités, consulter les populations, leur demander ce qu'elles attendaient d'une constitution, qu'elles attendaient d'un système politique nouveau, refondateur de notre nation. Elles nous ont dit un certain nombre de choses. Nous sommes rentrés à Conakry. Nous avons tenu compte de tout ça pour rédiger d'abord un avant-projet de constitution. Cet avant-projet, ça nous a pris beaucoup de temps. Les gens ont parfois râlé en disant « mais c'est quoi cette affaire-là » parce qu'ils étaient habitués à ce qu'un groupe de gens dans un coin, le soir, à l'ombre de nulle part, écrivent des textes qui après sont la loi pour des millions de personnes. Nous, on n'a pas fait ça. Nous, une fois qu'on a recueilli les avis des populations, on a élaboré ce qu'on appelle un avant-projet de constitution. Cet avant-projet de constitution était assez apprécié, mais néanmoins, ça ne nous a pas empêché de retourner vers les populations pour leur demander ce qu'elles pensaient de l'avant-projet de constitution. Et là, c'est pareil. Nous sommes allés partout. Moi, j'ai eu la chance, le plaisir, l'honneur d'être chef de file sur une région que j'aime beaucoup. Évidemment que je connaissais moins bien que Kindia, c'est Bokeh. Et j'ai découvert des choses extraordinaires. J'ai été avec mon équipe, bien sûr, accompagné par... moi, j'étais le chef de mission, mais on avait créé un concept nouveau qui était le concept de chef de délégation, qui était donc le grand ministre Mansa Moussa Sidibé, qui a été ministre pendant de nombreuses années, qui a une expérience extraordinaire de la Guinée. Et donc, pour qu'on trouve un équilibre entre... moi, le fougueux, le communicant et l'engagé passionné, et Mansa Moussa qui était l'homme d'expérience et l'homme de sagesse, eh ben, on a créé ce concept-là de chef de mission, de chef de délégation, et on a très bien travaillé ensemble. Et au final, le chef de délégation était très soucieux de la manière dont le chef de mission pouvait se sentir. Et ça, c'est une anecdote que je me permets de raconter. Nous avons fait la totalité des sous-préfectures de Bokeh, sauf une seule, qui s'appelle Sans Salé. Pourquoi on ne l'avait pas faite ?
Nous, on avait prévu en vérité de le faire, mais c'était la dernière étape lors de cette aventure autour de l'avant-projet. Mais Sans-Salé, c'est très très loin. C'est une traversée, c'est le bras de mer sur plus d'1 heure, dans des endroits où les vagues ne sont pas forcément dociles. Et où aussi, il y a plein d'histoires comme ça sur la présence d'êtres surnaturels. Et donc, au bout d'un moment, le doyen, il m'a fait « Président, je pense que vous allez rester. C'est pas grave, on aura fait 90% des sous-préfectures, c'est pas grave. » Et moi, j'ai dit, accompagné par un des nôtres, j'ai dit « Non, on va faire toutes les sous-préfectures. » Et ça a été une des plus belles expériences de ma vie guinéenne. Parce que quand on a été là-bas, on a rencontré des gens formidables qui nous ont dit leur amour de la Guinée, leur soutien du chef de l'État et de la dynamique de la transition. Et puis surtout, ils nous ont dit quelque chose qui, moi, m'a marqué. Ils nous ont dit, depuis plus d'une dizaine d'années, aucun officiel n'est venu nous voir. Donc, nous avions un sentiment d'abandon, un sentiment limite de désespoir. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'il y a une délégation officielle de la transition qui est venue nous voir. Voilà, ça c'était quelque chose de très fort, de très touchant. Et après, évidemment, ils nous ont dit tout ce qu'ils avaient sur le cœur par rapport à la fois à leur vie, à la gouvernance, mais aussi aux perspectives à l'égard de cette constitution. Donc ils ont aussi écrit avec nous cette constitution-là. Et donc après l'avant-projet de constitution, nous nous sommes retrouvés pour la rédaction finale. Et la rédaction finale, ça a été le fameux projet qui a été remis au chef de l'État le 26 juin, donc qui est un projet qui a été finalisé le 26 juin de cette année et dont nous sommes très fiers parce que même s'il y a des débats autour de ce projet de constitution, dans l'ensemble, l'honneur est sauf parce que c'est une constitution qui véritablement nous ressemble et nous rassemble. En tout cas, elle a vocation à nous rassembler. Ok. Je m'en souviens comme si c'était hier, il y a maintenant 4 ans, la transition, elle fait à peu près un peu plus de 4 ans, je pense. T'as le lendemain du coup d'État ou le jour même, le président, il t'appelle et il fait appel à tes services, tu viens en Guinée. Aujourd'hui, tu es président de la Commission des Affaires étrangères, comme on vient de dire. Tu t'es pas dit que tu pouvais viser plus haut à ce moment-là ou tu trouves que tu es à la bonne place ? Moi, sincèrement, j'aime ce que je fais. Je l'ai dit en plus, je l'ai dit 100 fois aux gens qui me disaient, mais quand même, avec tout ce que tu as fait, tout le combat pour la transition, qui était, Dieu merci, c'est Dieu qui nous a accompagnés, qui a été un combat très médiatisé, très suivi, très soutenu. Tant mieux, Dieu merci, mais aussi parce qu'on était engagés, on était sincères. On était sincères dans notre combat. Et parce que moi, j'avais quasiment tout lâché pour ce combat. Il faut dire que c'était une bonne opportunité aussi. On était en période de Covid à l'époque en France et dans le monde. Donc le monde était au ralenti. Et nous, on avait la chance de nous retrouver à une quinzaine à peu près dans une grande maison où on avait toutes les commodités. Avec tous les éléments de communication qu'on pouvait espérer, et puis surtout avec des gens très engagés et des gens de diverses origines. Il y avait très peu de Guinéens à l'époque, il y avait 2-3 Guinéens à peine, et sur la quinzaine de gens qui vivaient quasiment 24 heures sur 24 ensemble, il y avait des Sénégalais, il y avait des Maliens, il y avait des gens d'Afrique du Nord, et puis il y avait des Français. Et tous ces gens-là avait comme ambition d'aider le chef d'orchestre que j'étais modestement, ou tout simplement celui qui était la mouche du coche, qui poussait tout ce monde-là à donner le meilleur de lui-même. Et donc tout ça, grâce au Tout-Puissant, a réussi à créer quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux. Ça a été pour nous vraiment, pendant combien de temps ? Un peu plus d'1 an. Ça a été quelque chose de très bien parce que par ailleurs, toutes les portes auxquelles on frappait s'ouvraient. Mais moi, en fait, j'avais demandé à Dieu d'être avec nous. Et puis j'avais demandé aux gens qui étaient avec moi de m'apporter le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est cette alchimie qui a abouti aussi en partie, on va dire, à la réussite de cette transition. Mais la transition, c'est le chef de l'État qui l'a faite. Le coup d'État, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'ai préparé
d'une certaine manière, l'opinion publique nationale et internationale a accepté un changement de régime, parce que le régime qui était là était un régime quand même qui avait tourné le dos à ses ambitions initiales. Ce régime s'était enfermé dans une gouvernance solitaire, dans une gouvernance même dangereuse. Et ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. C'est pas contre Alpha Condé, c'est contre les velléités de troisième mandat et de présidence à vie d'Alpha Condé qu'on a mené ce combat-là, comme d'autres jeunes qui se sont mobilisés. Et ça, c'était formidable. Mais en réalité, avant de mener ce combat, nous, on avait tiré les sonnettes d'alarme. Parce qu'on n'avait rien de personnel contre Alpha Condé. Moi, je l'ai dit souvent, enfin, je l'ai dit à cette époque-là. Moi, j'ai connu Alpha Condé, d'ailleurs, en même temps que mon ami Yoro Baldé. Mon frère, bon courage à toi pour cette aventure présidentielle. Mais voilà. Et moi, j'étais très proche, je le dis et je le revendique, parce que c'était quelqu'un de bien. Moi, j'étais très proche du petit frère d'Alpha Condé, qui s'appelait Malik Condé, qui me prenait comme son petit frère. Et qui, d'ailleurs, je l'ai dit là aussi, qui m'a utilisé, mais dans le bon sens, qui m'a fait passer pour un mec du RPG alors que j'étais pas RPG. Parce que, bon, il avait besoin de mon sens de la communication, de mes réseaux aussi, à certains niveaux. Mais j'étais pas le seul. Il y a d'autres jeunes qui étaient en France à ce moment-là. Dieu merci, c'était des jeunes qui étaient proches de moi également. Donc voilà, nous, on n'avait pas un problème personnel vis-à-vis d'Alpha Condé. On avait simplement l'amour de notre pays et on avait envie que ce pays s'en sorte parce qu'on estimait que ce pays était quand même très très mal en point et que cette gouvernance-là risquait de l'enfoncer davantage. Sans compter que cette gouvernance solitaire se doublait aussi d'affaires quand même de crimes économiques, on peut le dire aujourd'hui, de détournement et d'impunité, mais tout ce que le général à l'époque, colonel, avait dénoncé, qui était dans la droite ligne de ce que nous dénoncions. Et donc nous, on se trouve en face totale avec cet homme qui a pris les risques qu'il a pris. Nous, on en a pris aussi d'autres, parce qu'on était planqués, il faut le dire. Hein. Ça n'a pas été un fleuve tranquille, hein, notre odyssée là, contre le troisième mandat. Ça a été très difficile, mais on avait une équipe soudée, on avait des gens loyaux, on avait des gens compétents et on avait les médias internationaux qui étaient avec nous et on avait même quelques pouvoirs qui nous regardaient avec beaucoup de sympathie et puis on avait des moyens. Mais ces moyens-là, c'est pas des politiques qui nous les ont donnés. Aucun politique ne nous a donné un copec. C'est les Guinéens. C'est les Africains, c'est nos amis, parfois nos familles, et c'est quelques personnes qui, parce qu'on avait une maîtrise du digital et de Facebook et des réseaux sociaux qui était telle qu'on arrivait à rassembler un maximum de pognon, et puis on a quelques personnes qui avaient des compétences pour nous trouver de l'argent. Et évidemment, quand vous avez les moyens de mener votre combat, vous le menez plus facilement, mais en réalité, ce qui compte surtout, c'est la foi que vous avez, la sincérité que vous avez dans ce combat-là. Et donc, ce combat, il était pour la Guinée. Il n'était pas pour moi, ma personne. Bon, évidemment, j'avais dit que si cette transition, et je précise, civile, citoyenne, encadrée par des militaires républicains, si ça avait marché, évidemment, moi, j'avais dit, je voudrais être celui... Enfin, j'avais même pas dit, c'est mes amis. Parce que moi, je suis plutôt du genre à pas me mettre en avant systématiquement. Quand j'ai l'occasion de faire mes preuves là, et évidemment, je fais pas de cadeaux, je vais jusqu'au bout de mon engagement, de mon sérieux, de mon travail, parce que je suis un bosseur, tout simplement. J'ai cette habitude-là, mais c'est pas genre je joue des coudes dégagés que je vienne. Non, non, ça a été fait de manière tout à fait démocratique, de manière même, j'allais dire, naturelle, que celui qui avait lancé ça, et ça j'en profite pour dire à ceux qui ont dit mais non c'est pas lui en fait c'était le second couteau, vous avez tout faux hein, les amis hein. Celui qui a lancé ça dès le départ c'est moi, évidemment au départ avec 2-3 personnes, mais celui qui a toujours été le chef d'orchestre c'était moi, parce que celui qui connaissait le maximum de gens possible c'était moi, mais c'est vrai qu'on avait besoin de spécialistes des questions financières, on avait des gens pour ça, on avait besoin de grands communicants sur le digital, on avait des gens pour ça, qui parfois d'ailleurs venaient par mon intermédiaire. Et puis, tout ça, c'était pour faire en sorte que la Guinée s'en sorte. Pas pour faire en sorte que moi, ma personne, s'en sorte. Mais moi, j'avais dit, je viendrais participer. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais sûr
que les choses, les engagements que j'avais pris au préalable par rapport et à la durée de la transition et à la manière dont la transition se passait, parce que j'avais travaillé avec mes amis une année, même plus, sur ça, j'étais sûr que j'allais pouvoir les mettre en œuvre. Évidemment, Inch'Allah, j'allais dire, parce que la réalité du terrain parfois commande et fait que les choses qu'on a prévues ne se fassent pas. Mais moi, j'étais sûr que j'allais faire en sorte, une fois que les urgences du pays étaient réglées, et ça je l'avais dit aussi, les urgences sociales d'abord, les urgences économiques, les urgences politiques, et la citoyenneté, le travail sur l'éducation civique, parce qu'on se disait, on ne peut pas changer un pays si on n'a pas changé sa mentalité, sa façon d'être et de faire. Et ça, c'est de l'ordre de la citoyenneté, du civisme. Et nous, on avait un gros paquet dans notre stratégie là, de transition autour de cette question-là. Une fois qu'on avait réglé ça, moi, j'avais pris l'engagement d'organiser des élections avec les amis, de les ouvrir à un maximum de gens possible, de faire en sorte que ce soit mais vraiment contrôlé au détail près et que celui qui gagnait, on allait tous se mettre derrière cette personne. Ça, c'était nos ambitions. C'était nos ambitions qu'on avait élaborées au regard de notre expérience de la politique, de notre expérience de la vie quotidienne, de notre combat et de notre connaissance du terrain. Parce que le terrain, évidemment, on n'y vivait pas à 100%, mais on y venait régulièrement. Et ça a duré des années. Et quand on y venait, on ne restait pas dans les hôtels à Conakry ou chez nos parents. On allait dans les villages parce qu'on faisait ce qu'on appelait des chantiers de solidarité. Mais ça aussi, les gens le savent. C'est juste des gens qui sont de mauvaise foi, qui disent « Ouais, mais il est bien Sorel, mais il ne connaît pas le terrain. » Mais bon, taisez-vous, les amis. Ou tout au moins, souvenez-vous que Banlieue du Monde a fait un travail formidable en Guinée, pendant de nombreuses années. C'était entre 40 et 50 jeunes que nous on ramenait pendant des années dans ce pays-là. Et ces jeunes-là, ils ne restaient pas à Conakry. Certains étaient à Conakry, d'autres étaient à Djountou, d'autres étaient à Bangkok, d'autres étaient à Kouroussa, d'autres étaient à Kindia, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est la Guinée. Et nous, on en était satisfaits. Après, on retournait, ce qui est normal, parce qu'on ne vivait pas ici. On retournait là d'où on venait pour rechercher encore plus d'argent, pour revenir encore aider les populations. Donc ça, c'est à la fois notre ADN, mais c'est aussi notre passion, parce qu'on sait que le pays va mal. Et qu'il y a très longtemps que le pays va mal, mais que le pays est formidable parce qu'il a des potentiels à la fois minières, agricoles et humaines extraordinaires. Et donc, nous, on ne peut pas voir un pays qui est le père, la patrie de nos pères, être dans cette situation sans réagir. Mais l'objectif principal, c'est d'apporter notre contribution. Et cet objectif-là, moi, je peux vous dire, je n'ai pas de problème avec. Parce que, je l'ai dit d'ailleurs parfois, mais là, aujourd'hui, je peux le redire. Je pense que ce n'est pas trahir un secret. Moi, le président a souhaité que je vienne à la présidence. Donc, on ne peut pas dire, oui, mais en fait, le président t'a mis de côté parce que ceci, cela. Non, tout ça, c'est des histoires. Le président il a souhaité que je vienne à la présidence. Moi, j'ai souhaité être au CNT. Et ça, c'est très clair. Et les gens qui savent, le savent. Le président sur le CNT, il a été très clair aussi. Il avait déjà donné sa parole, il a été très clair là-dessus. Moi, j'ai dit, je veux quand même le CNT. Voilà. Et je suis au CNT et je sais qu'il a veillé à ce que je sois bien au CNT. Mais pour être bien au CNT, il faut produire un travail. Pour être bien au CNT, il faut montrer ses capacités. Et moi, je n'étais pas inquiet par rapport à ça. Moi, partout où vous me mettez, je déploie mes capacités, je déploie mon envie, je déploie mon énergie, je déploie mes compétences, je déploie mes réseaux. Parce que, voilà, j'ai appris ça. J'ai appris à travailler sérieusement, j'ai appris à être sérieux, même si, évidemment, il arrive que je ne me prenne pas au sérieux. Parce que je pense que le devoir d'humilité et de simplicité n'empêche pas la compétence, l'exigence, la responsabilité et le sérieux. Ok. Aujourd'hui, la plupart des candidats, c'est des amis proches à toi, mais tu es là grâce au président. Donc, aujourd'hui, tu soutiens qui pour les élections ? Écoute, moi, c'est... Bon, tu dois faire attention à ta réponse parce qu'il y en a qui vont t'en vouloir. Non, ouais, j'ai beaucoup d'amis, j'ai même des frères. Sincèrement, Yero Baldé, voilà, Yero, c'est un ami et c'est un frère. Je l'ai dit tantôt,
on était ensemble. Non, j'ai pas dit qu'on était ensemble dans l'une des principales associations de jeunesse en Guinée il y a plus de 20 ans. On était ensemble, lui et moi. Je pense que j'étais secrétaire général, il était secrétaire général adjoint au trésorier. Et d'ailleurs, la première fois, mais sincèrement, que moi je suis reçu chez Alpha Condé, à Place d'Italie, je suis avec Yoro Baldé. Donc Yoro Baldé, c'est mon ami. Quand il est rentré en Guinée, lui, il a choisi de rentrer en Guinée. Moi, j'ai choisi de continuer à m'enrichir, à apprendre, à avoir plus d'expérience. Et puis, Dieu merci, j'ai eu un peu plus de chance qu'eux. Eux, pendant qu'ils étaient encore à bosser le soir leur partiel et leur diplôme et compagnie, moi, j'avais réussi à entrer à l'université comme enseignant. Voilà, donc moi j'ai eu cette chance-là, Dieu merci. Très tôt, j'étais prof à la fac de Villetaneuse, Paris 13. Et pendant que mes amis étaient encore étudiants, essayaient de décrocher leur maîtrise, aujourd'hui on dit master, ou autre. Voilà. Et ça, je pense que ça explique aussi pourquoi eux, dès qu'ils ont fini leurs études, ils sont rentrés. Moi, j'avoue que si j'avais galéré, je serais peut-être rentré. J'aurais dit, c'est trop dur ce pays. Mais bon, j'ai galéré quand même. Mais j'ai dit, c'est pas grave, c'est dur, mais on va aller jusqu'au bout. On va prendre notre place dans ce pays-là parce que nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents ont apporté beaucoup à ce pays. La France, elle est la France grâce à qui? Grâce aux immigrés. C'est une réalité. Et ça, c'est tellement pour moi une vérité que je me suis dit, moi je suis là, ne pas bouger, quoi, comme dirait Salif Keïta. Nous sommes là, ne bougez pas, et nous allons pas simplement pas bouger, nous allons creuser notre trou aussi ici, nous allons essayer de réussir dans ce pays-là, parce que ce pays, il est aussi le nôtre. C'est un pays francophone, c'est un pays qui a colonisé nos pays, et c'est un pays qui a été bâti à la sueur du front de nos pères. Et donc, voilà pourquoi moi, je suis resté. Et j'avoue, j'avais cette chance-là d'avoir un boulot, quoi, de ne pas être à faire le gardien la nuit. Il n'y a pas de saut métier, mais c'est dur quand même l'hiver pour beaucoup de nos frères. Et donc, moi, cette chance que j'ai eue, je l'ai saisie. Je l'ai saisie et j'ai fait mon trou. C'est-à-dire, j'ai montré aux autres enseignants que j'avais beau être jeune et noir, mais j'étais aussi compétent qu'eux. Et à l'époque, je vais te dire ça, il y avait souvent des concours qui se faisaient. Il y avait des examens, c'est les étudiants qui notaient les profs. Et quand je dis les profs, c'est tous les profs, hein, qu'ils soient agrégés, docteurs ou autres. Tout le monde était noté. Et moi, j'avoue, et j'en suis fier. J'en suis fier. Moi, j'étais toujours classé parmi les 3 ou les 4, 5 premiers. Je me suis même retrouvé une fois premier. C'est-à-dire le prof le plus apprécié des étudiants. Mais c'était une faculté, attention. C'était pas toute l'université, c'était la faculté de droit. Et donc, moi, tout ça, c'était des choses formidables. Et c'est à cause de tout ça que moi, je suis pas rentré au même moment que mes amis. Et en plus, moi, j'avais passé une partie de mon enfance en Côte d'Ivoire. Donc à ce moment-là, j'étais aussi attaché à ce pays-là. Et puis j'avais l'appel de l'air de la Guinée, qui disait Guinée, 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 la Guinée a besoin de toi, la Guinée a besoin de toi. Mais bon, je dis ok, moi je viendrai en Guinée le jour où Dieu le décidera. Mais ces gens-là sont restés mes amis. Donc Yoro Baldé, c'est un frère, c'est un ami. Je lui souhaite un bon score. Il y a aussi dans le lot Chérif Tounkara que j'aime bien, parce que Chérif Tounkara, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est un exploit. C'est le seul avec le général. On peut dire général, hein. Les gens qui disent Mamadi Doumbouya, on peut dire général. De Gaulle, on l'appelait général, et pourtant, il était président et il avait participé à des élections. Donc, je pense que avec le général, ils ont quand même réussi quelque chose de formidable. Le général était président, c'était plus facile pour lui que pour mon ami Chérif Tounkara, qui lui a réussi à obtenir le parrainage de 30% des maires dans 70% des communes. Ça, c'est pas mal. Donc, chapeau à lui. Et lui, je lui suis reconnaissant parce que je ne le connaissais pas du tout. Un ami commun nous a présenté. Merci Kaba. Et je lui ai parlé de Kanya Soli. J'avais été choisi par les jeunes de Kindia
pour être le commissaire général de cet événement, ce grand événement culturel, mais qui était en baisse de forme. Et moi, j'étais là pour relancer l'événement. Et Chérif Tounkara fait partie des gens qui m'ont dit, il n'y a pas de problème, moi je vais être parrain, je vais être un des parrains, je vais t'aider. Et il nous a aidés à faire Kenya Soli. Et puis un autre aussi, qui est aussi un ami, un frère, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Abbé Silla. Abbé, je l'ai connu en France. Quand je suis venu à l'appel pour aider le général Doumbouya à réussir la transition et à faire sortir ce pays de l'ornière. Et Abbé Silla, en fait, je l'avais rencontré à Paris lors d'une soirée. Parce que bon, vous savez, quand vous êtes connu, moi j'étais président de la coordination des Guinéens de France, et vous êtes invité dans les différentes soirées comme parrain ou comme président d'honneur, et Abbé était parrain et moi j'étais parrain. Et à l'époque, je crois que c'était en 2013 ou 2014, en fait c'est la période où tout le monde parlait d'Abbé Silla, c'était une célébrité, et moi je me rappelle, il y a des amis qui étaient venus me voir, des copines d'ailleurs, des dames, des Soso Guinéens de Paris, et des Manika Guinéens aussi, hein. C'était vraiment les femmes guinéennes de Paris qui étaient ce jour-là très belles pour Abbé Silla. Il était assez beau gosse à l'époque. Bon, il y a encore du charme. Et elles étaient venues me voir. Ah, mais Monsieur Keita, venez, on va vous présenter une personnalité guinéenne qui vient des États-Unis, qui s'appelle. Je dis non, mais moi je vais pas me déplacer. Je dis laissez tomber, c'est pas grave. Il y a du monde, je vais pas me lever pour aller vers quelqu'un. On va se retrouver sur la piste. À un moment donné, on va se saluer. Et puis il se trouve qu'on s'est pas retrouvé sur la piste, on s'est pas vu, donc on n'a pas échangé, mais on s'était vu. Moi, je l'avais vu. Et quand je rentre en Guinée en 2021-2022, il m'invite chez lui. Il m'invite chez lui et il me raconte un tas de choses sur moi, sur mon combat qui suivait, et puis aussi sur ma famille. Donc Abbé, il venait manger, quand il était étudiant en Côte d'Ivoire, il venait manger chez nous à la maison à Trècheville. Et il me raconte ça. Et il me parle de mon père et moi, je suis admiratif de mon père. Hein. Je pense que la plupart des enfants le sont. Mais en tout cas, moi, c'est spécial. Voilà, j'avais un lien particulier avec mon père. Ma mère aussi, mais voilà, j'ai plutôt grandi avec mon père. Et donc, il me parle de mon père. Il me dit tout ce que mon père lui a apporté. Et depuis, ça a cimenté nos relations entre nous. Voilà, on se voit, mais... Voilà, et puis à qui d'autre parmi les candidats? Il y a Makale Camara, Adia Makale Camara, qui était ambassadrice en France au moment où nous on faisait la pluie et le beau temps en France, donc forcément je la connais. C'est une sœur, j'ai du respect pour elle, je trouve qu'elle a une campagne très professionnelle. Le fond, il est balèze, il est vraiment balèze, et donc je lui souhaite aussi un bon score. Voilà, en gros, les 4 personnes que je connais bien et à qui je souhaite de ne pas être ridicule lors de cette élection-là. Les autres, je les connais un peu. Faya, que j'ai rencontré, beaucoup de respect entre nous. Abdoulaye Kourouma, qui est passé me voir au CNT, on a échangé, beaucoup de respect. Et puis, mais c'est la folie, quoi. Je connais tout le monde, c'est incroyable. Et puis c'est qui Nabé, qui est très respectueux aussi, beaucoup de respect entre nous. Le seul que je connais pas, et ça va surprendre beaucoup de gens qui vont regarder cette émission, c'est celui qui a le même patronyme que moi. Je le connais pas. Voilà, je l'ai croisé au CNT, mais à peine on s'est dit bonjour. Voilà, je connais pas. Mais je trouve que voilà, il se débrouille pas mal aussi. Voilà, mais sincèrement, comme tu l'as dit, moi je suis venu en Guinée, m'installer en Guinée, travailler en Guinée, parce qu'un homme me l'a demandé. D'autres me l'avaient demandé dans le passé, mais j'étais pas prêt, ou je sentais pas, ou j'étais pas favorable à leur politique. Ça s'est passé au temps de Lansana Conté, mais j'étais pas, voilà. Aujourd'hui, j'ai une autre opinion de lui, parce que je sais que c'est un sage, qu'il aimait son pays, que certes, il n'avait pas les compétences intellectuelles, mais il ne faut pas que ça pour diriger un pays. Il faut le bon sens. Il avait du bon sens, je dirais même paysan, mais c'est positif, c'est pas du tout péjoratif. Et il a apaisé.
la situation dans notre pays. Donc je lui rends hommage aujourd'hui à travers cette émission-là, parce que moi je l'ai combattu. J'ai combattu simplement le fait qu'il est resté trop longtemps au pouvoir et qu'à un moment donné, il y a eu quand même beaucoup de difficultés économiques dans notre pays. Et je sais que ça a fâché beaucoup de mes grands là-bas, qui disaient « Ouais, mais non, il est, je sais pas moi, de la Basse-Côte ou de que sais-je encore. » Non, moi, je suis guinéen, quoi. Les origines, elles sont importantes. Mais ce qui est important, c'est d'avoir chevillé au corps et au cœur l'amour de ce pays-là. Et au-delà de ces régions, au-delà de ces territoires, quoi. La Guinée est une et indivisible. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui m'amènent vers le régionalisme, j'ai tendance à leur dire « Mais vous savez, moi, je suis Keïta, je suis un Mandé Mansa. Donc moi, historiquement, je n'étais même pas Soussou, en vérité. Historiquement, j'étais dans la cour. Mes ancêtres, c'est eux qui dirigeaient ce vaste ensemble qui transcendait même la Guinée, qui allait jusqu'au Mali, jusqu'aux confins du Niger, jusqu'aux mêmes confins de l'Algérie, tellement on était puissant. Et donc moi je rêve de ça. Moi je rêve d'une Afrique plus grande, donc je ne peux pas rêver d'une Guinée toute petite, morcelée en ses différentes composantes, même si c'est des réalités géographiques, faisant en sorte que ce ne soit pas des réalités humaines, faisant en sorte que ce ne soit pas des réalités politiques, faisant en sorte que nous ayons comme aspiration de bâtir une Guinée unie, solidaire, moderne et prospère. Et sincèrement, aujourd'hui, celui qui est dans cette dynamique-là, en gardant ce que moi j'aime chez les politiques, l'humilité et la simplicité, c'est le général Doumbouya. Et donc, il ne faut pas s'étonner quand les gens me disent « Mais on a l'impression que derrière ton t-shirt, enfin c'est pas un t-shirt, la personne qui a dit t-shirt, elle sait pas faire la différence entre une chemise col Mao et un t-shirt. Donc ça c'est une chemise col Mao. Évidemment, sous cette chemise col Mao, oui je vais le faire en direct, ça me gêne pas parce que c'est une réalité et je pense que mes amis qui sont candidats vont pas m'en vouloir parce qu'ils savent que je suis là. Parce qu'à un moment donné, il y a un homme qui m'a tendu la main, parce que cet homme-là, on s'est rencontrés, mais plusieurs fois, parfois même discrètement, parce que cet homme-là, on a parlé des heures au téléphone, on a échangé un certain nombre de points de vue avant que je rentre, parce que moi, de septembre 2021 à janvier 2022, où je m'installe vraiment en Guinée, je suis venu tous les mois, des fois 2 fois. Et chaque fois que je suis venu, j'ai rencontré le président, on a échangé, je lui ai donné des idées, des conseils, il m'a donné des conseils, il m'a dit « mais quand est-ce que tu rentres ?» Et j'ai dit je vais rentrer, mais voilà, en France, je n'étais pas à la rue, quoi. Je faisais des choses que j'aimais. Et j'étais passionné par ce que je faisais. Je faisais de la solidarité, je faisais de la lutte contre le racisme. J'étais prof à l'université de Villetaneuse et dans un centre de formation au travail social qui était aussi très enrichissant puisqu'on formait des assistantes sociales. Et moi, le social, ça a été mon ADN, ça a été ma passion. Et le combat pour nos frères. Parce que quelles sont les personnes en France qui bénéficient des prestations sociales? Mais c'est nos frères. C'est les immigrés, c'est les migrants, y compris sans papier. Et ça, c'est quelque chose de formidable que malheureusement, nous sommes en train de perdre progressivement. Et donc, pour moi, il n'y a pas photo. Au-delà aussi, parce qu'il faut que je rajoute ça, c'est les actes qui sont posés. Des actes qui sont posés. Et ça, qu'on aime ou pas le personnage du général, le visage de notre pays a changé. Aujourd'hui, les infrastructures s'amoncellent. Aujourd'hui, la gouvernance évolue. Aujourd'hui, l'impunité régresse. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption, ça devient une réalité. Je ne dis pas que c'est fini. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de corruption. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que tout ça, c'est parfait. Mais je dis qu'il y a une dynamique vertueuse qui est en cours et qui fait du bien à notre pays et qui pourrait faire encore mieux à notre pays si tous ensemble on s'y met. Si on arrive à corriger les points qui ne vont pas, et si on arrive à faire en sorte que dans cette symphonie, il y ait tous les enfants du pays rassemblés.
Il faut qu'on rassemble tout le monde. Ça, c'est un challenge, mais je suis sûr que s'il est élu, il va le faire. En tout cas, j'espère qu'il va le faire. J'espère qu'il va le faire parce que moi qui voyage beaucoup, pour le CNT et parfois pour des intérêts privés, personnels, je dis personnel, je veux dire familial, des intérêts familiaux, je peux vous dire que chaque fois que des gens m'interpellent à l'étranger ou même ici à Conakry, je suis interrogé sur ça, sur oui, c'est bien, mais il faudrait qu'on associe tout le monde, il faudrait que la gouvernance soit la plus inclusive possible. Nous, au CNT, on le fait. Au CNT, vous avez toutes les tendances de l'opinion guinéenne, toutes les tendances des forces vives guinéennes. Au gouvernement, je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont rentrés récemment qui n'étaient pas forcément favorables au gouvernement, qui ont fait une espèce de, comment dirais-je, d'aggiornamento, de transformation, qui ont peut-être compris un certain nombre de choses. Et je pense qu'il faut continuer. Je pense qu'il faut élargir le champ. Moi, j'ai toujours dit, lorsque je menais le combat pour la transition en Guinée, j'ai toujours dit que je rêve que la diaspora guinéenne, les meilleurs de la diaspora guinéenne, parce que la diaspora, c'est comme l'intérieur du pays. Il y a des bons, il y a des pas bons. Il y a des mauvais, il y a des bons. Mais que, donc, les meilleurs de la diaspora guinéenne, les meilleurs de l'opposition guinéenne, les meilleurs de la mouvance. Et quand j'ai mouvance, c'était Alpha Condé. Les meilleurs d'entre eux, qui aiment leur pays, se retrouvent ensemble, se donnent la main pour bâtir ce pays. Parce qu'il y a tellement de travail à faire. Il y a tellement de pauvreté, il y a tellement de choses qui n'ont pas été faites durant toutes ces années-là, que c'est vraiment important que tous ensemble on se donne, que ce ne soit pas l'affaire de quelques-uns. Qu'on ouvre. Et après, c'est pas grave s'il y a des gens qui sont plus compétents que d'autres. C'est pas grave parce qu'au final, c'est le pays qui va s'en sortir. Et si le pays s'en sort, tout le monde en bénéficiera. Et aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que quand on est dans les quartiers populaires, et moi j'ai la chance d'y vivre, les gens disent mais non, déménage de là. Non, alhamdoulilah, Dieu merci. Parce que tu touches du doigt les réalités des gens. Il y a des gens qui ne bouffent pas de la journée. Ou il y a des gens qui ont du mal à manger 2 plats par jour, voire même 1 plat par jour. Ça continue d'exister dans notre pays. Donc quand tu vois ça, ben, tu te dis on n'a pas de temps à perdre. On est un grand pays de culture, mais la mamaya à ses heures, pas en dehors des heures. Au niveau du travail, il faut que tout le monde retrousse les manches, haut les cœurs et se mette au boulot. Et on a, moi en tout cas ce que j'ai vu depuis que je suis là, on a un homme qui ne ménage pas ses nuits. Moi je le vois, quand je le vois à la télé même, je me dis oh là là, il faut que le président se repose. Tellement je sens que voilà, il est à cran parce que j'imagine que c'est très dur, c'est très difficile de pouvoir concilier tout ça. Et donc moi je pense qu'eu égard à tous les actes qu'il a posés, eu égard à toute cette transformation visible, physique de notre pays, eu égard à la CRIEF, eu égard à la lutte contre la corruption, l'impunité, eu égard aussi à la renégociation de nos contrats miniers qui se passe, et tout ça se passe tant bien que mal dans une espèce de sérénité, dans une espèce de paix, de stabilité, de sécurité, et je suis prêt à mettre les guillemets si les gens le veulent, parce que tout ça n'est pas parfait et tout ça mérite d'être parfait, mais ça se passe quand même. Et je peux te dire, moi je discute beaucoup avec des petites gens. Je suis avec l'élite à l'Assemblée nationale, mais les week-ends, je suis avec les gens du quotidien, je suis avec les petites gens, je les écoute, et je suis comme une éponge, j'absorbe ce que les gens me disent, ce que je sens. Et parfois, les gens n'ont pas besoin de me dire. Vous savez que la misère, elle est muette, hein. Elle n'a pas besoin de s'exprimer. Un mec qui a faim, il n'a pas besoin de vous dire « Hey, j'ai faim ». Ça se voit. Un mec qui souffre, ça se voit. Il n'y a même pas besoin de parler. Et nous avons l'habitude aussi de ça. Parce que nous avons été façonnés dans le social. Et donc, quand moi, je vois ça, eh ben, je ne peux pas être dans l'à peu près. Je suis obligé de faire ce que je fais entièrement.
Et évidemment, bon, le choix, je n'ai pas besoin de le dire. Le choix, je suis pour la continuité. Je suis pour que la dynamique se poursuive. Je suis pour que ce fameux programme qui devienne ritournel, tellement on en parle, on se dit, est-ce que ça va se faire? Parce que je pense qu'il faut arrêter d'en parler et poser des actes et faire. Parce qu'on a trop parlé dans ce pays. Il faut peut-être agir comme... moi, j'ai décidé de le faire aussi à mon niveau au CNT. Mon arène, c'est le CNT, c'est l'hémicycle. Là-bas, je dis ce que je pense, je dis ce que j'ai à dire, j'interpelle, je fais mes plaidoiries. Ceux qui disent qu'ils ne m'entendent pas, venez au CNT, vous allez m'entendre. Et quand je sors du CNT, ce que je peux faire, je continue de le faire, mais avec les gens. Et j'écoute les gens et j'essaie de traduire concrètement les demandes, les besoins des gens. J'essaie de les satisfaire. Et ces gens-là, c'est du petit orphelin d'Abompa à celui de Sanfonia ou de Kindia ou de Bokeh ou même de Kouroussa. Donc tous ces gens-là, moi je suis prêt à les entendre, je suis prêt à les accompagner. Je suis aussi attentif aux interpellations de nos frères et sœurs de la diaspora, qui évidemment se disent, on a un de nos frères de la diaspora qui est en France, qui pour 99% d'entre eux se trompent, pensent d'ailleurs même que je fais partie des 5 conseillers nationaux qui ont été désignés par la diaspora. Non, c'est pas vrai, mais ce n'est pas grave. J'ai pas besoin d'être officiellement désigné au titre de la diaspora pour défendre la diaspora. La diaspora, je le dis souvent et je le répète ici, même s'il y a encore beaucoup de gens qui en doutent, c'est au minimum entre 8 et 10 millions de gens éparpillés dans le monde. Et ça, c'est une réalité. Et j'ai demandé d'ailleurs au patron des statistiques guinéens, de l'Institut national des statistiques, j'en ai parlé récemment au ministre Nabé, que j'ai besoin vraiment que des bonnes volontés s'associent à moi pour qu'on travaille sur l'identification du nombre de Guinéens qui sont à l'étranger, mais surtout sur l'apport de ces gens-là en matière de transfert de compétences et de transfert de fonds. Mais si on a les chiffres exacts de ça, beaucoup de gens vont se taire. Okay. Et beaucoup de gens auront le respect que méritent les Guinéens de la diaspora. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont partout dans le monde, mais surtout dans les pays africains, notamment autour de nous, parce que la diaspora, c'est pas la France ou les États-Unis ou la Belgique simplement. La diaspora, c'est le Mali, c'est le Sénégal, c'est le Libéria, c'est la Sierra Leone, c'est le Congo, c'est la Côte d'Ivoire, c'est tous ces pays où il y a des millions de Guinéens qui vivent, qui sont le produit d'une histoire tourmentée, d'une histoire riche aussi, ou tout simplement d'une volonté d'émigration. Et l'émigration, c'est vieux comme le monde, et c'est normal que des hommes et des femmes aillent voir ailleurs où ça se passe. Il faut simplement éviter les risques potentiels et dangereux de l'immigration clandestine. Mais sinon, moi, j'ai rien contre l'immigration. Au contraire, je pense que c'est une bonne chose, parce que plus les Guinéens sortiront de leur zone de confort, de Conakry, de nos villes, de nos villages, pour aller voir ailleurs, plus ils s'apercevront du retard dans lequel nous sommes et plus ils auront l'envie de se battre pour que notre pays sorte de ce retard. Tu sais, le président de la République, la plupart des Guinéens ont l'impression de le connaître sans réellement le connaître, parce qu'on le voit à la télé, on voit ses prises de parole, mais il parle très peu. Donc, on ne peut pas savoir en réalité sa personnalité, comment il est. Et moi, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de gens qui l'ont côtoyé de très près. Et souvent, les retours que j'ai, c'est vrai que c'est une personne visuellement qui fait peur, mais en vrai, il est hyper humain et hyper gentil. Toi, je ne sais pas c'est quoi la vision que tu as, vu que tu as eu la chance de le côtoyer. J'ai entendu d'abord visuellement qui fait peur. Son regard. Ouais, le regard, ouais, il peut avoir le regard dur, mais il peut avoir le regard doux aussi. Mais c'est vrai que tu n'es pas la seule personne. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il inspire la peur. Et ça, moi, j'avoue que si j'ai l'occasion, je lui dirais quoi. Un chef doit être craint, mais un chef ne doit pas susciter la peur. Ça, moi, je le pense. Ouais, il faut trouver le juste milieu. Mais après, c'est les analyses des gens. Moi, je ne suis pas dans la tête des gens. Ce que je sais, c'est que parfois, les gens me disent, je dis, écoutez, moi, chaque fois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, ça s'est très bien passé.
Nous avons échangé sur divers sujets. Bon, ça fait un moment que je le vois pas, mais sincèrement, c'est pas grave, parce que je sais qu'il est pris par beaucoup de choses. Mais au-delà donc de cette impression que certains peuvent avoir, que je respecte, je respecte ce que les gens ressentent. Donc voilà, chacun a son ressenti. Moi, je disais simplement que je n'ai pas ce ressenti-là, que par contre, parfois, quand je vois ces images à la télévision, j'ai l'impression qu'il est fatigué. Je sens une certaine lassitude, mais que moi, je peux comprendre. Parce que moi, j'ai dirigé aussi des structures, j'ai dirigé à mon niveau à moi, j'ai eu des responsabilités et je dormais peu. D'ailleurs, je continue de dormir peu. Et quand on dort peu, évidemment, c'est pas physiquement, ça peut se voir. Bon, mais moi, je n'entre pas dans des spéculations. Je le respecte, comme tout homme d'ailleurs. Je respecte tout individu. Et ce que je peux dire, ça ne peut être que le résultat de moi, mon observation et des rapports qu'il a pu avoir avec moi. Ça a été des rapports d'écoute. Mais c'est aussi ce que les gens disent. Beaucoup de gens disent qu'il a une capacité d'écoute. Ça a été un rapport de simplicité. Et ça aussi, les gens le disent. Je dis pas que tout le monde le dit, mais les gens disent que c'est plutôt quelqu'un de simple. Plutôt quelqu'un de... Ah, c'est vrai, c'est ce qui ressort. De simple. L'abord était simple, était facile. Moi, je me suis même retrouvé à marcher combien de temps parce qu'il était entouré de militaires. Il y avait une cinquantaine, je crois, de militaires. Il m'a vu un peu à l'écart, mais c'était le fait du hasard. Il m'a demandé de venir. Moi, je me suis retrouvé au cercle et j'ai pas marché avec un homme qui était un homme normal, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que le pouvoir, l'exercice du pouvoir isole. Il y a des risques de solitude du pouvoir. L'exercice du pouvoir fait qu'on se méfie. Parce que quand on a le pouvoir, on côtoie toutes sortes d'individus. Des bons comme des moins bons. Et on peut se tromper et on peut se faire avoir. Et donc, tout ça explique peut-être cela. Je dis ça parce que moi, j'ai vécu aussi à mon niveau un certain nombre de choses. Moi, j'étais vice-président de la plus grande association de lutte contre le racisme, et plus qu'une ONG, quoi, SOS Racisme. Je me suis retrouvé président à un moment donné, donc tout le monde me faisait la cour, y compris les politiques, parce qu'ils avaient peur de notre capacité de nuisance. Et j'étais obligé de trier le bon grain de livret. Voilà, je me suis retrouvé à la tête de Banlieue du Monde, à la tête d'une chaîne de télévision. Bref, j'ai eu des positions de pouvoir dans lesquelles je n'ai pas forcément été comme j'aurais dû être, peut-être. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont donné des conseils. Mais j'avais toujours ce qui m'a sauvé, moi, et c'est la foi en Dieu. C'est que le seul puissant, le seul omnipotent, c'est Dieu. Le seul omniscient, c'est Dieu. Et il faut donc être en phase avec lui, le laisser aux commandes. De toute façon, il est au contrôle. Il est au contrôle de tout. J'étais vendredi dernier dans une mosquée à Montreuil, parce que je rentre d'un séjour rapide en France. Et l'imam Mustapha, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, il parlait d'un des noms, ça va faire plaisir à ton père, je ne sais pas s'il regarde tes émissions, mais il parlait d'un nom important de Dieu qui est Ar-Razak. Et après, il a donc Ar-Razak, c'est celui qui distribue, quoi, c'est celui. Et après, il a parlé d'un autre nom de Dieu. Bon, je vais pas être long là, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais en gros, il a expliqué que Dieu nous contrôle. Et donc, on doit se contrôler. C'est comme quand tu vas dans un magasin, quand tu vois qu'il y a des caméras, ben, généralement, tu fais attention à toi. Tu te contrôles. Voilà. Vrai. Donc, moi, c'est ça qui m'a sauvé. C'est-à-dire, je sais que Dieu me contrôle, que Dieu est là, que Dieu est présent en permanence, que je lui rendrai compte. Et donc, voilà, donc je fais attention à ne pas sortir du cadre. Et puis, je m'en remets à lui, quoi.
Et quand je vais pas bien, je fais mes 2 rakats et je tends mes mains vers lui. Et évidemment, on peut dire, oui, ce sont des mots. Non, ce n'est pas des mots, c'est une pratique. Et si vous la pratiquez, vous allez voir que vous allez changer. Et puis, de temps en temps, voilà, faire le vide autour de soi, être seul, cultiver ça aussi. Je ne parle pas de la solitude du pouvoir, mais je parle de la solitude nécessaire au cœur du pouvoir, au cœur de la foule. C'est très important aussi parce que ça nous permet d'être avec soi-même, de réfléchir sur chacun de nos axes, sur chacun de nos postures, de nos positions. Voilà, ça c'est un peu ma méthode à moi pour échapper à la pression que le pouvoir peut exercer sur nous. Ok, la Guinée c'est un pays qui est hyper dur. Je pense que le président là où il est doit rencontrer beaucoup de difficultés comme tu viens d'en parler. Est-ce que tu penses qu'il peut se démotiver de sa mission, de vouloir faire développer la Guinée et de tout ce qu'il a mis en avant au moment de sa prise du pouvoir? Moi, je pense que non, parce que je pense qu'il a pris trop de risques. Je pense qu'il a pris trop de risques. Et je pense aussi qu'il a engagé trop d'actions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il est candidat. Je pense. Hein. Et je pense que... Parce que, voilà, il a fait des choses et il a envie d'aller jusqu'au bout, je pense. Après, sincèrement, sur cette question-là, j'ai pas échangé avec lui, donc je fais que des suppositions. Je me permets tout humblement de faire ces suppositions et je peux me tromper, je le reconnais. Mais moi, je pense que une fois que tu es engagé dans le processus de refondation, de transformation d'un pays comme la Guinée, d'un pays au passé que ce pays a, d'un pays aux difficultés que ce pays a, d'un pays au tissu social et national. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des Guinéens qui vivent ensemble, mais on n'a pas encore la nation guinéenne. Et il faut bâtir la nation guinéenne. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens qui respectent la loi, mais on n'a pas encore le vrai civisme. Et il faut du vrai civisme. Il ne faut pas se leurrer. Il y a encore des gens qui se satisfont du malheur des autres. Il ne faut pas se satisfaire du malheur des autres. Donc, il y a encore beaucoup de choses. On a un potentiel considérable, bénédiction divine, mais ce potentiel, il ne servira à rien si on n'arrive pas à bâtir le Guinéen nouveau. C'est ça, en fait, il faut. Et évidemment, pour les enfants, ça va être plus facile si dès le départ, à l'école, à la maison, on fait le job. On va pouvoir aider nos enfants à grandir différemment, pas comme ceux qui ont grandi dans des conditions assez difficiles. Et ça, c'est un chantier qui est aussi énorme. Ce chantier-là, pardon, le chantier de l'humain, le chantier de la reconstruction de l'identité, le chantier du mental, le chantier de la culture comme mode d'expression orale, mais aussi d'expression comportementale, tout simplement. C'est un chantier qui est vaste. C'est un chantier qui sera vaste. Et je pense qu'il fait partie aussi du chantier du président. Ce n'est pas le méga chantier Simandou. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le pilier 2, la deuxième priorité, c'est l'éducation et la culture. Et c'est vraiment fondamental. Moi, j'en aurais fait le premier pilier. J'aurais mis éducation et culture parce que sans ça, le mec, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien, ils vont rien faire. Les gens ne sont pas éduqués, ils n'ont pas assez de culture, mais culture grand C, et y compris citoyenneté, y compris civisme. Donc c'est le grand C. Moi, je l'aurais mis en premier, mais c'est déjà pas mal en deuxième. Là, je crois que le premier, c'est agriculture. Et c'est pas mal, oui. C'est vrai que c'est plus important de manger que l'éducation, parce que sans mais c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est bien. Mais il y a les autres. Eux, ils disent c'est d'abord on mange. Non, mais j'ai compris. Et d'ailleurs, nous, on a eu cette chance. Au CNT, on a passé 3 heures à parler de ça avec le ministre Djiba Diakité. 3 heures. On a parlé du projet Simandou et ensuite on a attaqué le programme Simandou. Et sur le programme Simandou, oui, bien sûr, c'est très cohérent ce qu'ils disent.
Mais moi, Ibrahim Sorel Keïta, j'aurais dit éducation et culture. Pourquoi ? Parce que l'éducation, c'est ce qui nous fait grandir. L'éducation, c'est ce qui nous permet une approche vis-à-vis de l'agriculture, vis-à-vis du commerce, vis-à-vis de toutes ces choses-là, vis-à-vis des transports. C'est ça, hein, de tous les éléments du pilier 1, qui sont des éléments importants, évidemment. Et c'est pas mal d'avoir vu ça comme ça aussi. On mange tout ça. Mais moi, je ne suis pas pour l'agriculture simple. On mange. Moi, je veux qu'on soit une puissance agro-industrielle. Et on peut le faire parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a un pays béni des dieux. Mais pour que l'agriculture soit une de nos principales richesses, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est le cas à côté de nous, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays où l'agriculture est la principale richesse. Et ces pays-là sont moins dotés que nous. 13 millions d'hectares de terres arables, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu m'as dit de ne pas être très long. Je ne veux pas être long, mais c'est toi qui m'as provoqué. Je ne voulais pas parler. Tu as dit non, il faut que tu parles. Il y a longtemps qu'on ne t'entend pas. Et donc, je vais parler. Et donc, je pense qu'on peut être une puissance agricole et ça va calmer un peu nos ardeurs extractives minières. Parce que les mines, il faut les faire reposer aussi un petit peu. Il faut faire Simandou, bien sûr, c'est génial. Le faire et le transformer, c'est ça en fait, le challenge, c'est la transformation. Et ça, ce que je suis en train de dire, et ça me fait plaisir, c'est ce que le ministre Djiba Diakité pense, c'est le grand Manitou de ça, là, de cette affaire. Et moi, ça m'a fait plaisir de l'entendre dire ça. De dire, ouais, c'est pas tout, on fait ça, mais on va faire en sorte que comment dirais-je, le raffinement, la raffinerie, pardon, se fasse chez nous. On va faire en sorte qu'il y ait une transformation de nos minéraux au niveau local. On va faire en sorte que le contenu local soit fait. On va faire en sorte que ça. Et ça, on peut le faire aussi pour l'agriculture, faire en sorte qu'il y ait des gens bien formés, qu'il y ait des gens qui, dès le bas âge même, s'intéressent à ça. Mais ça, c'est l'éducation. Ça, c'est l'éducation. Et la culture, c'est la manière dont un peuple se voit. C'est ça aussi la culture. C'est la manière dont tu grandis. C'est la manière dont ton identité se façonne. C'est la manière dont tu échanges avec les autres. C'est le rapport à l'autre. Et ça, c'est fondamental. C'est la manière dont tu te positionnes vis-à-vis de ton environnement. L'environnement dégradé, on s'en fout. On jette les poubelles, on fait plein de choses parce qu'on n'a pas ça. Et tout ça, ça conditionne tout le reste. Moi, je pense. Hein. Après, c'est pas grave. C'est pas grave que ce soit... Et deuxième, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien que ce soit en deuxième position. Maintenant, il faut faire. On a dit, on a fait des beaux tableaux, on a inscrit des belles phrases, on a fait des belles choses en amont. Maintenant, il faut continuer à retrousser les manches. Il ne faut pas dire « Ah, génial, on a bien bossé, c'est bien, alhamdoulilah, Dieu est grand, tout est bon, Dieu pourvoira. » Non, Dieu pourvoit quand l'esclave bouge. C'est vrai. Sinon, Dieu, il te laisse faire, quoi. Voilà, il est là pour tout le monde. Il n'est pas là pour une personne en particulier. Donc, je pense sincèrement que le programme Simandou, c'est une espérance pour notre pays. Il faut moins en parler que faire. Il y a des choses qui ont été faites, qui sont visibles, qu'on peut voir. Allez-y, hein. Il y a les 650 km de rail, le port là, de Moribaya. Ces actes-là, ce potentiel-là, les 20 milliards, on dit 15 à 20 milliards investis, et 10 fois plus en potentiel d'investissement, ben c'est une chance pour notre pays. Et donc, c'est pour cela. Pour revenir un peu à ta question, mais j'avais répondu, tu avais compris. J'avais même montré l'image. Voilà, c'est tout naturel. Au-delà de, il t'a appelé, c'est lui qui t'a fait rentrer en Guinée, tout ça. Mais il y a des choses qui sont faites, quoi. Et ces choses-là, je ne peux pas les nier. Je ne peux pas les nier. Au contraire, j'en suis heureux comme tout. Je les accompagne, ils sont déjà venus au CNT pour une convention de ratification, d'autorisation de ratification. Nous l'avons ratifié, c'était historique, nous étions heureux, nous étions émus au CNT de participer à cette aventure. Ils vont revenir parce qu'on veut voir ce qui se passe dans les détails aussi.
C'est notre rôle au CNT. Nous, notre rôle au CNT, c'est pas de faire les gentils, c'est pas de faire les beaux, c'est pas de passer à la télé. Notre rôle au CNT, c'est de lire les textes qu'on nous envoie, parfois d'anticiper la lecture des textes, de nous renseigner. Et c'est quand les gens sont en face de nous, pardon de dire les gens, les ministres ou les membres de l'exécutif sont en face de nous, c'est de les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes et à ne pas rater la moindre virgule ou la moindre niche de recettes possible ou la moindre possibilité d'évasion fiscale ou d'évasion de recettes possibles. Nous sommes comme ça, comme des chirurgiens, très attentifs aux moindres détails, comme des horlogers, très attentifs à la moindre mécanique, comment elle se met en place, comment elle s'emboîte, comment les choses se passent. Et aussi, comme le père Picsou, quoi. Le père Picsou qui fait attention à la moindre pièce. Oui, mais comment ça se fait que là, il y a eu des exonérations fiscales indues. Là, les orpailleurs au niveau artisanal, ils ne sont pas taxés comme il faut. Bref, je ne veux pas entrer dans les détails. On est dans une émission plutôt générale. Mais ça, c'est notre boulot au CNT. Et ce boulot-là, croyez-moi, il prend beaucoup de temps, il prend beaucoup d'énergie. Mais nous le faisons avec honneur et dignité, parce que nous savons que c'est pour l'intérêt de notre pays. Okay. Et parce que nous savons aussi que ceux avec qui nous travaillons, parce que c'est aussi une relation institutionnelle. Le CNT fait le boulot, le CNT met la pression au gouvernement, mais le gouvernement fait aussi de son mieux. Ok. On va terminer par une question, je pense que beaucoup doivent se poser. Qu'est-ce que tu attends de l'avenir en Guinée ? Ce que Dieu me donnera, ce que Dieu m'accordera. J'ai aimé comme si c'était fini. Là, c'est pas fini, on est encore au CNT, attention. Mais bon, je peux dire, ouais, je vais dire j'ai aimé. J'ai aimé le temps que j'ai passé ici. J'aime encore ce temps-là. Parce que c'est un temps que je n'ai pas vu passer. Et d'ailleurs, c'est vraiment extraordinaire parce que beaucoup de nos frères et sœurs, soit qui sont rentrés ou qui viennent régulièrement en Guinée, qui m'ont connu à l'étranger, en Afrique ou en Europe, ont tendance à me dire « Mais on ne comprend pas comment tu as fait pour bien t'adapter à la situation guinéenne, au système guinéen. » Je dis « J'ai fait mon boulot. J'ai fait mon boulot. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai fait ça avec la foi, avec la sincérité, comme je l'ai fait au CTG, hein. Après, bon, évidemment, il y a des gens qui ont beaucoup aimé le CTG, des gens qui ont un peu moins aimé. Il y a des gens qui aiment beaucoup ce que je fais aujourd'hui. Il y a des gens qui aiment moins. Mais ça, c'est la vie. Mais moi, j'ai jamais fait ce que les gens voulaient, hein. Moi, j'ai fait ce que je considérais comme l'intérêt de mon pays, l'intérêt supérieur de mon pays, l'intérêt supérieur de la Guinée. En disant, ce pays va mal, ce pays, de toute façon... Il faut des remèdes de choc, il faut une rigueur, il faut une fermeté et il faut rassembler les gens. Okay. Et moi, réconcilier les gens. Moi, je suis pour la réconciliation. S'il y a une conclusion que je pourrais faire au-delà du fait que, quel que soit là où je serai, après le CNT, et donc après la transition, parce qu'on est déjà à la fin de la transition, mais comme, bon, les organes ne sont pas encore mis en place totalement, même si le texte est là, la Constitution, elle est là. Donc, on a une Constitution. On est dans le processus de refondation dans un cadre qui reste encore transitionnel, puisqu'il y a encore un certain nombre de choses à faire. Mais on est à la fin de cette transition-là, et c'est tant mieux, parce que la transition est une période exceptionnelle. Et cette période exceptionnelle, moi, c'est vrai qu'à un moment, je disais, bon, faisons une longue transition et après, on s'en va. C'est ce que je pensais. Parce que je disais, on a tellement de boulot qu'on ne va pas finir tout de suite. C'est pour ça aussi que certains choix que j'ai faits n'ont pas été compris par des gens. C'était juste, on arrête les débats là sur est-ce qu'ils vont partir ou pas. On les laisse bosser. Laissez-nous bosser. On fait notre transition. On fait une bonne transition, quitte à rester 1-2 ans supplémentaires. On fait l'amorce du développement de ce pays-là et après on fait de bonnes élections. Mais après ça, c'est un pari sur l'avenir, ce que j'ai dit. C'est un pari sur l'avenir, on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Et puis aussi,
entre-temps, il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui sont bonnes. Et on se dit, est-ce que ces choses-là, on peut arrêter là? Est-ce qu'on peut arrêter à mi-chemin? Donc c'est compliqué. C'est pour ça que je comprends aussi la dynamique qui est en cours aujourd'hui dans notre pays. Je peux la comprendre. Parce que c'est Alassane Ouattara qui disait que les années passées au pouvoir, l'exercice du pouvoir, moi je vais dire pour simplifier, peut parfois nous amener à transcender un certain nombre de choses qu'on aurait dites ou un certain nombre d'engagements qu'on aurait pris au nom de l'intérêt supérieur du pays. Parce que je pense sincèrement que nous tous Guinéens de par le monde, ceux qui sont Guinéens à 100% ou ceux qui sont Guinéens quoi que ce soit, ce qui reste chez eux quand ils ont tout perdu, c'est la Guinée. C'est le bien le plus précieux. Et ce bien-là, nous avons tous fait un serment, en fait, dès notre naissance. C'est la terre, c'est la patrie, c'est la terre de nos ancêtres. De veiller sur la terre de nos ancêtres, de faire en sorte que notre pays aille mieux, de sauver le pays s'il est en danger. Donc d'être à la fois loyal, et la Constitution actuelle en parle, la loyauté vis-à-vis de la patrie, vis-à-vis de la nation, les engagements qu'on peut prendre, l'intérêt supérieur de la nation. Moi, ces valeurs-là me touchent. Ces valeurs de grandeur que nos ancêtres nous ont enseignées, qu'on perd aujourd'hui, de loyauté, d'honneur, de dignité. Et si on arrive à les associer, à les mettre en musique avec la solidarité, avec la réconciliation, mais de tous les enfants, ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont partis, tout le monde. Et moi, j'aimerais vraiment, et je rêve de ça, et je rêve d'y apporter ma contribution, de cette grande Guinée qui renaît de ses cendres, où tous les enfants sont autour d'un idéal commun, d'une dynamique positive qui est en cours en ce moment, et font en sorte que les plus jeunes, les générations qui vont venir, n'aient pas honte de nous, soient fiers de nous. Donc moi, c'est ça qui compte. Que je sois là-dedans, évidemment, je serai heureux. Si je ne suis pas là-dedans officiellement, je m'arrangerai pour être là-dedans officieusement. C'est-à-dire que je continuerai, moi je reste en Guinée. Donc moi je ne vais pas être grincheux, je ne vais pas être aigri. Si je peux continuer, je vais continuer. Si je ne continuerai pas, si je ne peux pas continuer, je vais dire Alhamdulillah ala kulli hal. Ok. T'as un mot pour la fin? Mon mot pour la fin, c'est tous ensemble. Essayons d'être ensemble. Essayons de nous pardonner. Essayons de nous rassembler. Parce que il y a plus grand que nous. Et le plus grand que nous, c'est ce pays martyr qui voit un horizon un peu lumineux. Il y a comme ça des lueurs d'espoir qui apparaissent au fond là-bas, à l'horizon. C'est à portée de main. Il faut simplement qu'on fasse des efforts, tous ensemble, dans le respect de nos valeurs et dans le respect de la dignité humaine. Ok. Merci pour cette discussion. Merci. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Bonjour, je prends un moment pour vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, l'immobilier en Guinée. Acheter ou vendre un terrain n'est pas toujours facile. Entre les arnaques, les papiers pas clairs et le manque de fiabilité, beaucoup se retrouvent bloqués. Pourtant, l'immobilier reste l'un des investissements les plus stables et rentables dans le pays. Le souci, c'est que cette insécurité fait peur et freine beaucoup de personnes à investir. Pour ceux qui sont dans cette situation, je vous mets en bas mon contact WhatsApp. Si vous voulez acheter, on vous propose des terrains sécurisés avec tous les documents légaux pour que vous puissiez investir l'esprit tranquille. Et si vous voulez vendre, on est aussi là pour vous accompagner et vous éviter toutes les complications. À bientôt.